Alors, on va commencer par la correction de l'étude qualitative. Donc, je vous ai mis les observations ici. Au vu des résultats du tube, d'accord, on vous dit que dans le tube 1, vous aviez versé quelques gouttes du nitrate d'argent. Donc, dans le tube 1, vous avez mis 2 ml d'acide chlorhydrique dans le tube 1 et dans le tube 2. Okay. Quand vous versez du chlorure d'argent dedans, quand vous versez du nitrate d'argent, bien évidemment, vous avez la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent. Donc, pour voir ce que ça veut dire, on va aller par ici, voir un petit peu les tests d'identification. Quand vous mettez du nitrate d'argent et que vous avez un précipité blanc, ça veut dire que vous mettez en évidence les ions chlorure. Okay. Donc ici, ça va mettre en évidence les ions chlorure. Pour l'instant, on fait étape par étape. Dans le deuxième, on verse quelques gouttes de BBT et une pointe de spatule de poudre de magnésium. Bouchez, agitez, ouvrez le tube en rapprochant une allumette enflammée. Donc, et je vous dis que l'allumette a provoqué un pop et s'est éteinte. Un pop et s'est éteinte, c'est le test d'identification du dihydrogène. Ça veut dire que vous aviez, à la fin, la présence de dihydrogène. Donc ça veut dire que c'est du dihydrogène. À la fin de la réaction, une fois que vous aviez mis l'acide et le magnésium en contact. Et on vous dit que ici que la solution est légèrement bleutée. Alors c'est ici, on vous dit les ions H+, peuvent être mis en évidence en utilisant du BBT, bleu de bromothymol, en présence de BBT, une solution contenant des ions H+, c'est-à-dire acide. Je vous ai dit que le H+, c'était les ions acides, enfin c'est ce qui modélisait l'acidité, se colore en jaune, sinon elle est en bleu. Si c'est en bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas, à la fin de la réaction, il n'y a plus de H+. Donc je le barre. Voilà pour l'instant ce que ça nous dit. Okay. On vous dit ensuite, séparer la solution contenue dans ce deuxième tube, dans deux autres tubes. Le premier, donc quelques gouttes d'hydroxyde de sodium. Donc on a séparé le deuxième tube, d'accord, la réaction, la transformation chimique plutôt a eu lieu, et on met de l'hydroxyde de sodium. Et je vous dis que se forme un précipité blanc d'hydroxyde de magnésium. Donc, sachant qu'on a du magnésium, voilà, en présence de soude, la soude, c'est l'hydroxyde de sodium, précipité blanc, ça met en évidence les ions Mg2+. Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, vous avez la présence d'ions Mg2+. Dans la deuxième partie, dans le deuxième, versez quelques gouttes de nitrate d'argent, et je vous dis qu'on a aussi un précipité blanc de chlorure d'argent. Ça nous dit que les ions chlorure sont aussi présents à la fin de la réaction. Ensuite, on avait fait un troisième tube avec la même chose, du magnésium et de l'acide, et on a vu que la température augmentait. D'accord ? Voilà. Donc là, T augmente. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Maintenant, quel est le gaz formé lors de cette transformation? Donc on peut y répondre. Eh bien, c'est donc, on l'a vu, du dihydrogène. Déterminer l'autre espèce chimique formée, donc l'autre produit. Je vous rappelle que les produits sont fabriqués, sont des espèces chimiques formées lors d'une réaction, une transformation chimique. L'autre espèce, eh bien, c'est Mg2+, qui est ici. Donc vous avez aussi des ions Mg2+. Donc ça, ici, pour la question 2. La question 2.3. D'après la couleur de la solution observée, conclure quant à la présence d'ions H+, à la fin de la transformation. Donc on a dit bleu veut dire pas de H+. Ça veut dire plus d'acide. Question 2.4. Les ions chlorure sont appelés ici les ions spectateurs. Justifiez ce terme. En fait, on a des ions chlorure au départ,
et ils sont à l'arrivée. Ça veut dire qu'en fait, les ions chlorure, eux, bah, ils ne se sont pas transformés en autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont au départ, ils sont à l'arrivée. Ils étaient certes dans le milieu réactionnel, mais comme ils n'ont pas réagi, ce ne sont pas des réactifs, ils n'ont pas été consommés, et ils ne sont pas apparus, puisqu'ils étaient là au départ, ce ne sont pas des produits. En fait, quand vous avez des espèces comme ça qui sont dans le milieu réactionnel, mais qui ne réagissent pas et qui regardent ce qui se passe, on appelle ça des ions, ou des espèces, ici ce sont des ions, spectateurs, c'est-à-dire ils sont comme à la télé. Ils regardent ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils ne réagissent pas. Voilà le terme d'ion spectateur. On l'avait déjà vu un petit peu dans l'année. La 2.5. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique. Bon, bah, je vais la mettre ici. La transformation, donc, on sait que nos produits, d'accord, sont. On a mis du magnésium solide en présence d'acide chlorhydrique. Je vous rappelle, le magnésium est solide, donc un petit S entre parenthèses, et les ions sont dissous en solution. Pour un acide, je mets H+. Même si c'est de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique, peu importe, ici on vous dit peu importe que ce soit des ions, du chlorhydrique, puisque les ions chlorure sont spectateurs. Comme ils ne sont pas spectateurs, ils n'apparaissent pas, je précise, ils ne sont pas dans l'équation. Pourquoi? Parce que, comme ils sont au départ et à l'arrivée, ils vont être de chaque côté de la flèche. Et c'est comme en maths, vous avez quelque chose des deux côtés du égal qui peut se simplifier. Au niveau des réactifs, donc, on a ça, donc du magnésium et des H+, et on a dit que nos produits formés étaient l'ion Mg2+, donc comme tous les ions, ils sont aqueux, plus du dihydrogène gazeux. Voilà notre équation. Et il ne reste plus qu'à l'équilibrer. Au niveau des éléments magnésium, je vous rappelle qu'une équation chimique sont conservés les éléments, pas les espèces, pas les atomes, mais les éléments et les charges. Donc j'ai un élément magnésium à gauche, j'en ai un à droite, donc c'est bon. Par contre, j'ai deux éléments hydrogène ici à droite, alors que j'en ai qu'un à gauche. Donc pour équilibrer les ions hydrogène, je dois mettre un plus ici. Et enfin, je termine par la charge. Vous voyez que je suis à plus 2 à droite de la flèche. Et donc, je suis à 2 ici. Fois plus 1, je suis bien aussi à plus 2 de chaque côté. Donc, mon équation chimique est Mg plus 2H+, donne Mg2+, plus H2. Et la 2.6, enfin, suite à l'observation du thermomètre, déterminer le caractère exo- ou endothermique de la transformation. On a vu que la température augmentait. Ici, ça veut dire que le système chimique perd de l'énergie pour en libérer à l'extérieur. Ça veut dire que lui, le système chimique, sa variation d'énergie est négative. Il perd de l'énergie. Okay. Il perd de l'énergie. Donc il en libère et donc fait que l'environnement extérieur gagne de l'énergie sous forme de température, lui, sous forme d'énergie thermique, et donc le thermomètre grimpe. Alors que le système chimique perd de l'énergie, lui, sous forme chimique. Partie 2, passons maintenant à la correction de la partie de l'étude quantitative. Je rappelle l'expérience, donc vous avez du magnésium que vous mettez en contact avec de l'acide chlorhydrique et vous avez notamment un dégagement gazeux de dihydrogène, et c'est lui qui va nous intéresser. Donc, le dihydrogène va passer ici dans un tube à dégagement, et donc va arriver dans une grande éprouvette, c'est pas un tube à essai, mais dans une éprouvette graduée, qui est au départ remplie d'eau, et par un phénomène d'écoulement, le gaz va prendre la place de l'eau, et donc grâce à ça, l'eau va pouvoir s'évacuer et on va pouvoir mesurer le volume de dihydrogène ici, donc récupéré puisque l'éprouvette sera graduée. C'est ça le but de l'expérience. Et on avait mis des quantités différentes, donc la masse de magnésium est de 120 grammes à chaque fois et on met 5, 10 ou 20 millilitres d'acide chlorhydrique. Et on a les résultats donc dans ce tableau-là à chaque fois. Donc, on va à l'état initial.
Donc, à partir des observations, complétez le tableau suivant. Donc, le tableau, il est complété. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est petit 2, petit 3, petit 4. Déterminer la quantité de matière de magnésium introduit. Donc, sachant que nous avons une masse, donc je vais faire le calcul qu'une seule fois. Vous savez que le nombre de moles pour un solide, petit n, de magnésium, ici, sera égal à la masse de votre échantillon, divisé par sa masse molaire. Donc, sa masse, c'est 120 mg, donc 120 fois 10-3 pour le mettre en grammes, sur, et la masse molaire, on vous l'a donné ici, 24,3, mais je vous ai dit de prendre uniquement 24. Donc, vous avez des grammes divisés par des grammes par mol, on va donc obtenir des moles. Et donc, si vous faites le calcul, on obtient, avec deux chiffres significatifs, 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà la quantité de magnésium introduite dans les trois cas, pour le petit 2. Ensuite, petit 2,3, déterminer la quantité de matière d'acide chlorhydrique introduit. Donc ici, on a trois quantités différentes. Donc on va faire cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3. C'est le même calcul dans les trois cas, sauf que, alors je vais le mettre ici, hein, j'ai un petit peu de place. On avait dit qu'on devait réfléchir sur la concentration molaire. Cette fois-ci, la concentration molaire ici, c'est des moles par litre, et on avait dit que c'était 1,0 mol par litre. Donc la concentration, on avait dit que c'était le nombre de moles divisé par le volume de solution. Donc, si je veux calculer le nombre de moles, petit n, c'est la concentration multipliée par le volume de solution. C'est-à-dire, si vous isolez petit n, c'est C fois V. Donc, c'est ce que je vais faire. N de H+, à chaque fois, c'est égal à C fois V sol. Donc, la concentration, c'est toujours 1,0, multiplié par le volume de solution, à mettre en litres, puisque j'ai ma concentration molaire en mol par litre, il faut que je mette le volume en litres. Donc je vais mettre, alors plutôt que 5, je vais être un petit peu plus précis, je vais mettre 5,0 pour avoir un chiffre significatif de plus, 5 10 moins 3. Donc ici, vous voyez que j'introduis 5,10 moins 3 mol d'acide. Dans le deuxième cas, ce sera 1,0 fois 10, 10 moins 3. Voilà. On obtient donc 2 fois plus de mol. Donc on obtient donc 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà. Et dans le troisième cas, on obtient... Hop. Bon. On obtient... Alors, pourquoi ça ne veut pas marcher? Pardon. Ah, je suis trop bas. Alors, je vais le faire un petit peu plus haut. Désolé, je vais le faire ici, le troisième cas, le numéro 3. Voilà. Ici, parce qu'il ne veut pas tout en bas. Donc, N de H+, ici, vaudra 1,0 fois 20 fois 10 moins 3. Et ça nous fait donc 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà la quantité de matière introduite de H+, à chaque fois. Alors, continuons avec la question 2.4. Déterminer la quantité de matière, donc le nombre de moles d'hydrogène formés lors de la transformation. Formés, donc, expérimentalement, donc 55 ou 115. Donc, on va calculer. Ici, je vous donne le volume molaire. Donc, on a dit que le volume molaire représentait le volume occupé par une mole de gaz. Donc, une mole de gaz occupe 24 litres à 20 degrés et à la pression atmosphérique. Et il est identique pour tous les gaz. Il ne dépend que de la température et de la pression. Donc, bah, c'est comme, je vous ai dit, vous aviez petit n égale petit m sur grand M. Donc, celle-là, vous la connaissez. Et bien, de la même façon, on va avoir... Le nombre de moles, c'est égal au volume de l'échantillon de gaz sur le volume molaire. Produit en croix pour l'obtenir. Moi, je veux le nombre de moles, donc je connais V, je connais Vm. Donc, si V égale
55 millilitres. Donc, premier cas, on va calculer. Petit n sera donc égal, alors, 55 fois 10-3 pour l'avoir en litres. Pourquoi? Puisque le volume molaire est de 24 litres par mol, 24,0. Donc, comme c'est des litres, j'ai des litres en haut et des litres par mol en bas. Ça veut dire qu'au final, je vais bien avoir des mols. D'accord? Donc, ça correspond. Donc, on va faire le calcul. Je sors la calculatrice. Vous voyez, je suis en live. Donc, comme vous. Donc, hop. Ça fait 0,005. Voilà. Divisé par 24. Et on obtient 2,3 10-4 mol, normalement. Pardon, j'ai mis un 0 en trop, normalement. 55 millilitres, oui, j'ai mis un 0 en trop, pardon. Hop, donc 0,55 divisé par 24. Excusez-moi, et ça me fait 2,3 10-3 mol. Si V égale 115 millilitres, on aura donc petit n égale 115 10-3 sur 24,0. Voilà. Donc 0,115 divisé par 24, j'obtiens 4,8 10-3 mol. Voilà, donc on a nos deux résultats et on va voir ce qu'on va en faire. Maintenant, donc cette partie-là, pas besoin que je vous la détaille. C'est ce que je vous ai expliqué dans l'activité bonbon limitant. Donc ici, par exemple, vous avez une mol de cuivre réagit avec 2 mols d'ion Ag+, pour former 2 mols d'argent et une mol d'ion cuivre 2. Donc pour les questions 2,5 à 2,8, on va, ici, je vais monter un petit peu, on va réécrire notre équation chimique. Donc on a, depuis le départ, du fer solide qui réagit, on avait dit, avec 2 ions H+, aqueux, pour former Fe2+, aqueux, et du dihydrogène. Ici, au niveau des proportions, ça veut dire qu'on a, ici, je le mets entre parenthèses, mais il n'est pas marqué, on fait une mol de fer va réagir avec 2 mols d'acide chlorhydrique pour former, entre parenthèses, une mol d'ion fer 2 et une mol de dihydrogène. Okay. Sauf que, voilà, question 2,5, d'après l'équation de la réaction, déterminer les proportions en quantité de matière pour que les deux réactifs s'épuisent en même temps et soient consommés entièrement au même instant. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il faudrait que le nombre de mols d'acide, ici vous avez un 2, soit donc le double du nombre de mols de fer. Ça veut dire que si vous introduisez vos réactifs dans ces proportions-là, si le nombre d'acide est le double du nombre de mols de fer, les deux réactifs vont s'épuiser l'un à la suite de l'autre. Enfin, pas l'un à la suite de l'autre, mais vont s'épuiser en même temps, c'est-à-dire qu'ils vont limiter la réaction en même temps. On dit qu'ils ont été introduits, dans ce cas-là, dans les proportions. J'avais sorti le terme, proportion dite stoichiométrique. D'accord? C'est un mélange dit stoichiométrique. Question 2.6. Comparer ces proportions avec celles introduites par les groupes. Expliquer les observations faites et de quoi dépend l'arrêt de la transformation. Alors, sauf que dans le premier cas, j'ai pas mis une mol et 2 mols, bien évidemment. On a mis, donc, pour le nombre de mols, alors, c'est pas du fer depuis tout à l'heure, excusez-moi, oh là là, c'est du magnésium, désolé, magnésium, hop, et donc Mg2+, voilà, et ici,
hop, du magnésium. Mon Dieu que je dis des bêtises. Voilà. Donc, le nombre de moles de magnésium à chaque fois, dans les 3 cas. Hop, je vais le faire un peu plus bas. K2. Hop, on va remonter encore un peu. Voilà. K2 et K numéro 3. Le nombre de moles de magnésium est toujours le même. On avait dit qu'on introduisait 5,0. Alors, je vais peut-être pas le mettre en puissance de 10. C'est pas très grave. Ce sera peut-être plus visuel pour vous si je le mets comme ça. Donc on introduit 0,05 mol à chaque fois. Voilà. Le nombre de moles d'acide. Donc on avait dit tout à l'heure qu'on avait introduit... alors que je retrouve mes valeurs. On avait introduit dans le premier cas 5, 10, moins 3 aussi, donc 0,05. On avait introduit ici 0,01, le double, et ici 0,02. Voilà. Au départ de la réaction, à chaque fois, on n'a pas de produit, donc on a 0,0. On va essayer de voir, qu'est-ce qui peut se passer. Okay. Alors, déjà, on va essayer de voir, en observant, dans lequel des 3 cas, on pourrait avoir ceci. D'accord? Donc, le nombre de moles d'acide est égal au double du nombre de moles de magnésium. Alors, ici, comme on introduit le même nombre de moles, il n'y en a pas un qui est le double de l'autre. Ici, non, celui-là, en passant de ça à ça, c'est x4. Ces deux-là, ils sont égaux, donc c'est pas ça. Par contre, vous voyez que ici, 0,01, c'est bien le double de 0,05. Donc, le mélange stoichiométrique, c'est bien le cas numéro 2. C'est-à-dire que dans le cas numéro 2, on aura à la fin 0, 0. Ils vont s'épuiser en même temps. D'accord? Ici, on va avoir lequel. Vous voyez que celui qui va manquer, ici, d'accord, ça va être soit le magnésium, soit H+, et ici, pareil, le magnésium ou H+. Donc, c'est visuellement, vous pouvez regarder un petit peu ce qui va manquer. On va faire le cas numéro 3, qui est peut-être plus facile. Vous voyez que, il y a beaucoup de H+. D'accord? Normalement, c'est que le double. Là, c'est x4, c'est-à-dire qu'il il va être en excès, lui. Il va y en avoir trop. D'accord? Si j'ai 0 ici, d'accord? Encore une fois, si j'ai 1 mol de magnésium, je consomme 2 mols d'acide. Si je consomme 0,05 de magnésium, je vais consommer en fait 0,01. Donc je vais faire ici moins 0,01. Il va rester, donc ici, 0,01 mol. Alors que ici, vous voyez que cette fois-ci, celui qui va manquer, c'est lui. D'accord? Lui, il va être à 0 à la fin. Si je fais moins 0,05 ici, ça veut dire que je consomme 2 fois moins de magnésium. Donc ça veut dire que si je consomme 2 fois moins de magnésium, ça veut dire que je vais consommer 0,0025. Donc ici, je vais faire moins 0,0025 et il va me rester 0,0025. Donc, je vais encadrer en rouge. Le limitant, ici, c'est lui. C'est lui qui va limiter la réaction. Le limitant, c'est lui qui va limiter la réaction ici. Et ici, ils vont le limiter tous les deux. Nous sommes dans les proportions stoichiométriques. D'accord? Donc, on va essayer de regarder un petit peu par rapport à ce qu'on avait au-dessus. À quoi ça peut correspondre, les volumes. Vous voyez que 55 millilitres, on est proche de quelque chose qu'on a qui est 2,5 10-3 mol. Et ici, on est proche de 5 10-3. D'accord? Vous voyez que c'est des chiffres qu'on a dans le tableau. Vous voyez, ici, on a 2,5 10-3. Et ici, on a 5 10, ici, on a du 5 10-3. On a du 5 10-3. Okay? Dans le cas numéro 1, on a dit qu'on obtenait ici, expérimentalement, donc on obtenait 2,3
pardon, pas ici, pour H2. Hop. On obtenait ici 2,3 fois 10-3 mol. Et ici, on obtenait 4,8 10-3. Et ici, on obtenait 4,8 fois 10-3 mol aussi. Voilà. Donc, on va voir, vous voyez que, en fait, celui qui va limiter la réaction, bah, en fait, c'est lui. Parce qu'en fait, quand vous regardez l'équation, ici, vous avez une mole de dihydrogène qui est formée lorsque vous avez une mole de magnésium qui est consommée. Sauf que ici, vous n'avez pas une mole de magnésium, vous avez 0,0025 mol qui est consommée de Mg. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de moles de magnésium consommé qu'il va y avoir de moles de H2 formés. Donc, la théorie veut qu'on ait ici 2,5 10-3 mol. Et on a en réalité 2,3 10-3. On va faire le cas numéro 3. Ici, vous voyez que on a consommé moins 0,05 mol de magnésium. Donc, on a fait apparaître, pareil, 5 10-3 mol. Voilà. Expérimentalement, on est juste en dessous. Ici, les deux le limitent. Donc, quand on consomme ici moins 0,05, on fait apparaître ici 5 10-3. Encore une fois, vous voyez qu'au niveau des coefficients, ici et ici, le nombre de moles consommés de magnésium va être égal au nombre de moles de H2 formés. Donc expérimentalement parlant, c'est presque raccord avec la théorie. Donc ici, c'est bien, dans le cas numéro 1, l'acide qui va être limitant, qui va limiter la réaction, parce qu'il va être consommé en premier. Ici, ils sont limitants dans le cas numéro 2 ensemble, et ici, c'est bien, donc, le magnésium. Donc on a répondu à la 7, on a déterminé aussi le réactif limitant, et on a comparé les résultats avec les proportions introduites dans tous les groupes. Et vérifier notre théorie, regardons quand même ce qu'on avait. Ici on a dit que on avait de l'acide au départ, donc la couleur était jaune, puisque le BBT en présence d'ion H+, est jaune. La couleur finale de la solution, vous voyez qu'elle est bleue ici, ah, c'est normal, il n'y a plus d'acide à la fin. Donc, il est bleu. Par contre, ici, dans le cas numéro 3, c'est jaune, parce qu'il reste de l'acide. Okay. Ici, reste-t-il du solide à l'état final? C'est-à-dire, est-ce qu'il reste de la poudre de magnésium au fond? Vous voyez que dans le petit, ici, on vous met oui, c'est normal. Regardez, là, il vous en reste bien, hein, du magnésium. Donc, c'est normal. Par contre, ici, il n'y en a plus. Et ici, il n'y en a plus. Donc, non et non. Donc, ça confirme bien. Et le volume de gaz, on a dit que c'était conforme à ce qu'on attendait globalement. Pourquoi on a légèrement moins? Parce que le temps que vous puissiez injecter votre poudre de magnésium, vous n'avez pas rebouché tout de suite l'Erlenmeyer. Donc, vous avez pu avoir un tout petit peu de perte de gaz de H2 qui n'est pas passé, qui est passé dans l'air et pas directement dans le tube pour pouvoir aller dans l'éprouvette. Voilà. Et puis aussi, ça dépend de la précision avec laquelle vous avez préparé votre solution d'acide à 1 mol par litre et de la pesée du magnésium. Donc tout ça, c'est des résultats expérimentaux qui font que c'est pas précis. Enfin, c'est pas exactement la valeur de la théorie. C'est pas quelque chose de facile. Revoyez la vidéo au besoin et posez-moi toutes les questions, mais ça demande un tout petit peu à être digéré. Merci à tous.